Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Pape Sène, avocat, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Le passage du Sénégal devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les droits de l'homme au Sénégal, la politique pénale du Sénégal, les détenus dits politiques, le processus électoral et le contesté système de parrainage, la liste des candidats définitivement retenus pour la présidentielle du 25 février, la crédibilité du scrutin et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maître Pape Sène face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Impressionnant lion du Sénégal et la joie de tout un peuple quand la bande à Sadio Mané a battu vendredi les Lions indomptables du Cameroun par 3-1. Le Sénégal décroche son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN avant même de jouer son troisième et dernier match de groupe. Les qualifiés pour la présidentielle du 25 février, on les connaît aussi. Le Conseil constitutionnel a publié hier samedi la liste des candidats à cette élection, 20 prétendants à la magistrature suprême et pas de Karim Wade. Pendant ce temps, le Sénégal va passer son examen, entre guillemets, devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avec l'EPU, l'examen périodique universel, un mécanisme du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui oblige chaque État membre à procéder tous les 4 ans et demi à une évaluation de son bilan en matière de droits de l'homme. Ça commence demain et ça se passe à Genève, en Suisse, où se trouve notre invité, Maître Pape Sène. Bonjour. Oui, bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous intervenez en duplex donc de la Suisse. C'est de là-bas donc que vous avez suivi cette grosse actualité. Hier soir, le Conseil constitutionnel et le nom des candidats à la présidentielle publié, 20 candidats inédits. C'est la première fois, c'est un chiffre record. Oui, d'abord Babacar, permettez-moi de saluer vos auditeurs depuis tout naturellement Genève, la Suisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je séjourne en Suisse dans le cadre donc du travail qui m'a été confié avec le Comité sénégalais des droits de l'homme. Et j'en profite pour saluer vos auditeurs et mes parents de la commune d'Ondondol et tout le Sénégal. Et permettez-moi également, Babacar, de féliciter nos lions qui ont encore fait un exploit avant-hier en battant le Cameroun et se qualifier donc pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. Je pense que nous avons bon espoir que l'exploit de 2022 va se rééditer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Sénégal va remporter la Coupe d'Afrique. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons aux Lions du Sénégal parce qu'ils le méritent. Et comme vous l'avez dit également, l'actualité, c'est également la proclamation des listes définitives pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, avec 20 candidats qui vont compétir, comme vous l'avez dit. C'est la première fois dans l'histoire institutionnelle et politique du Sénégal. Mais comprenez que c'est en fait la bonne santé de notre démocratie, l'évolution de notre démocratie qui fait qu'aujourd'hui le Sénégal va se retrouver avec 20 candidats qui vont compétir à l'élection présidentielle. Nous le devons à la santé, à la bonne santé de notre démocratie, mais également nous le devons à la maturité politique des acteurs politiques, mais également du peuple sénégalais, qui pendant donc un certain temps nous a donné l'occasion d'avoir deux alternances en 2000 et en 2012. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a encore montré à la face du monde qu'il est une grande démocratie, l'état de droit est une réalité. Alors, 20 candidats sans Karim Wade, son dossier de candidature a été jugé irrecevable par le Conseil constitutionnel à la faveur de la requête déposée par un autre candidat de l'opposition, Thierno Alassane Sall, qui a souligné que Karim Wade, candidat de la coalition Karim 2024, candidat du PDS, il a la double nationalité
française au moment de déposer son dossier. Karim Wade, qui s'est libéré de l'allégeance à la France, qui a donc perdu sa nationalité le 16 janvier, et après avoir déposé son dossier en décembre, le Conseil constitutionnel a examiné tout cela pour finalement décider de ne pas retenir sa candidature. Trouvez-vous la décision juste ou pas? Écoutez, je ne vais pas me positionner, je ne vais pas me mettre dans une posture de dire si oui ou non la décision du Conseil constitutionnel est fondée. Il s'agit d'une décision que nous respectons et en l'état, et je pense que nous avons pris quand même le soin de lire la motivation du juge par rapport aux arguments qui ont été soulevés par le demandeur, en l'occurrence le candidat Thierno Alassane Sall. Et effectivement, comme vous l'avez soulevé, le Conseil constitutionnel a estimé après sa motivation que la candidature de Karim Wade n'était pas une candidature recevable au regard des dispositions du code électoral combinées à celles donc de la Constitution. Babacar, comme vous le savez, notre processus électoral est un processus encadré et c'est un processus qui est réglementé surtout par rapport à la recevabilité des candidatures. Parce qu'au-delà du dossier que le candidat doit déposer, il y a quand même des conditions qui sont exigées aussi bien par la loi électorale que la Constitution. Et parmi ces candidats, comme vous l'avez dit, la question de la nationalité est une question sine qua non fondamentale. Parce que c'est dans la Constitution sénégalaise qu'il est écrit noir sur blanc et de façon expresse que tout candidat à l'élection présidentielle dans notre pays doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que un candidat qui a la double nationalité, une nationalité sénégalaise et une autre nationalité, est d'office disqualifié. Et en l'espèce, effectivement, le candidat Thierno Alassane Sall avait allégué devant la Cour, le Conseil constitutionnel, que M. Karim Wade n'avait pas renoncé à sa nationalité. Et nous avons suivi tous le débat qui a eu lieu. Et au finish, le Conseil constitutionnel a tranché. Et en tranchant, le Conseil constitutionnel fait appel aux dispositions de la loi électorale. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, c'est la loi électorale à travers l'article L125 qui permet au Conseil constitutionnel de faire toutes sortes de vérifications nécessaires par rapport à un argumentaire qui est soulevé sur telle ou telle question. Et en l'espèce, après les vérifications qui sont faites par le Conseil constitutionnel, sur la base des documents qui ont été déposés par notamment M. Karim Wade, mais également par le requérant Thierno Alassane Sall, il s'est avéré que le Conseil constitutionnel a fait application du principe de non-rétroactivité de ce décret. Parce que le Conseil a considéré que le décret qui retirait à M. Karim Wade sa nationalité française et du coup qui se retrouvait avec une seule nationalité, celle sénégalaise, était un décret qui était postérieur à la déclaration qui a été faite sur l'honneur. Parce que je rappelle que dans le dossier de candidature, chaque candidat est astreint par la loi électorale à faire une déclaration sur l'honneur quant à sa nationalité sénégalaise. Le Conseil dit que la déclaration sur l'honneur était donc inexacte, pour reprendre le terme qu'il a utilisé dans son arrêt. Tout à fait, c'est l'antériorité. Parce qu'ici, comme nous l'avons toujours dit, dans le droit administratif, nous savons tous qu'un décret n'a pas pour effet de rétroagir. Et le Conseil constitutionnel a fait application de ce principe de non-rétroactivité qui veut que, du moment que le décret est postérieur à la déclaration sur l'honneur, du coup, ce décret ne pouvait pas produire des effets qui annihilent la qualité de double nationalité de M. Karim Wade. Et c'est sur la base de ces considérations que le Conseil constitutionnel a estimé effectivement à bon droit, il faut le dire, que la qualité de candidat de Karim Wade par rapport donc à sa double nationalité n'était pas donc une qualité recevable et a déclaré sa candidature irrecevable. Et pas de possibilité de recours. Malheureusement pour lui et pour tous les autres candidats qui avaient fait des recours et qui ont vu leur recours donc rejeté, la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue et qui proclame la liste définitive des candidats n'est susceptible d'aucune voie de recours. Et ça, ce sont les dispositions de l'article 92 alinéa 5 de la loi électorale, de la Constitution du moins, ce qui le disent, de façon expresse, que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent pas faire l'objet de voies de recours. Et là, nous sommes dans le cadre des listes définitives, parce que nous avons dépassé l'étape de la liste provisoire. C'est au moment où effectivement ces recours étaient faits, après la première publication qui avait été faite par... Après la validation des parrainages. Oui, ça nous l'avons dépassé, parce que la validation des parrainages, c'était la première étape. Parce que comme vous le savez, le système de parrainage également est encadré dans notre pays et on l'a vu, il y a une commission qui avait été mise en place
Et la candidature de Karim Wade avait été déclarée irrecevable parce que tout simplement, il y aurait certaines pièces qui manquaient. Mais vous voyez dans la décision du Conseil constitutionnel que cet argumentaire a même été battu en brèche. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision qui a été rendue que le fait que M. Karim Wade n'a pas pu, du moins M. Ousmane Sonko n'a pas pu produire, par exemple, l'attestation qui accompagne un peu la quittance de la CDC, ne lui était pas imputable. C'est pour dire quoi? Sur la caution, oui. Voilà, donc par rapport à la caution. Donc c'est pour dire que si le candidat Karim Wade effectivement a franchi l'étape des parrainages, cela n'était pas suffisant comme le Conseil constitutionnel l'a dit. Il fallait également que dans le cadre du contrôle, comme on peut dire de la vérification juridique, il fallait que M. Karim Wade puisse quand même être en phase avec les dispositions de la loi électorale par rapport à sa nationalité, mais également par rapport aux autres conditions qui sont posées. Mais ici, comme on le voit, c'est la question de la double nationalité qui a été le motif principal sur lequel le Conseil constitutionnel s'est fondé pour déclarer sa candidature irrecevable. Alors, une élection présidentielle sans le poids lourd de l'opposition, Ousmane Sonko, sans Karim Wade, vous disiez tout à l'heure que 20 candidats retenus, cela atteste de la bonne santé de la démocratie sénégalaise, pas forcément, n'est-ce pas, surtout sur les dossiers Karim Wade lui-même, heureusement il n'a pas été recalé pour ses déboires judiciaires avec le gros débat qu'il y a eu à l'époque de la légalité de sa condamnation ou pas par la CREI, ça on a dépassé. Mais sur Ousmane Sonko, il s'est beaucoup dit que l'exécutif actuel a tout mis en œuvre pour l'empêcher de participer à cette élection. Vous êtes le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, sans doute que ce sujet-là, je ne sais pas si demain vous allez l'évoquer ou pas, les droits des opposants sénégalais. Mais écoutez, Babacar, moi je pense que si on lit bien la décision du Conseil constitutionnel d'hier, on se rend tout de suite compte que la justice sénégalaise a quand même fait le travail qu'elle devait faire. Et c'est là où moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, à chaque fois qu'il y a des problématiques sur le plan juridique qui se posent, et même des problématiques en matière de droits de l'homme, que nous encourageons les partis à saisir la juridiction des saillants. Pourquoi on le fait? Parce qu'aujourd'hui, le débat s'était posé sur l'affaire Ousmane Sonko. Et vous voyez que dans la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dit de façon très claire et adopte de façon très claire dans ses motivations que le fait que la CDC n'ait pas donné à Karim Wade son attestation, cela ne pouvait pas être imputable à M. Ousmane Sonko. Donc du coup, on peut dire aujourd'hui il n'a pas eu la quittance de la CDC parce que tout simplement la CDC c'est fondé sur l'absence d'Ousmane Sonko des listes électorales, ses défenseurs, les associations de droits de l'homme et beaucoup d'autres voix autorisées ont dénoncé la soustraction d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Le Conseil constitutionnel a tranché le débat. Aujourd'hui, si la candidature de M. Ousmane Sonko a été déclarée irrecevable, ce n'est pas au vu de la décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été en possession de l'attestation de la CDC, parce que le Conseil a dit que cela ne lui était pas imputable, mais au contraire, c'est la décision qui a été rendue tout récemment par la Cour suprême qui rejetait le pourvoi de M. Ousmane Sonko par rapport à sa condamnation qui a été prononcée par la Cour d'appel dans l'affaire de diffamation contre Mame Mbaye Niang. Et là, le Conseil constitutionnel, usant des pouvoirs que lui donne la loi, à travers les dispositions dans l'article L125, comme je l'ai dit tout à l'heure, a procédé à des vérifications et se rendant compte effectivement que cette décision rendue par la Cour suprême était devenue une décision définitive, que M. Ousmane Sonko ne pouvait pas... Ousmane Sonko n'a pas eu la quittance de la CDC, pas à cause de l'affaire de diffamation qu'il opposait au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Oui, mais la décision est intervenue. Vous savez, au moment où le Conseil constitutionnel examinait la recevabilité des dossiers de candidature, il y avait ce débat sur l'attestation de la CDC. Cette question a été tranchée par le Conseil constitutionnel qui considère qu'on ne pouvait pas imputer à Ousmane Sonko le défaut de disposer de l'attestation donc de la CDC. Par contre, la décision rendue par la Cour suprême dans le cadre de l'affaire Mame Mbaye Niang sur la diffamation, le Conseil constitutionnel a considéré, au vu des dispositions de l'article L125 du Code électoral, que cette décision étant devenue définitive, prive du coup à M. Ousmane Sonko sa qualité d'être électeur
et du coup d'être éligible pendant un délai de 5 ans. C'est ça que le Conseil constitutionnel a retenu dans le cadre de sa décision pour déclarer irrecevable la candidature de Ousmane Sonko. Autrement dit, s'il n'y avait pas aujourd'hui, à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel que j'ai lue tout à l'heure, s'il n'y avait pas aujourd'hui cette décision de la Cour suprême définitive dans l'affaire de diffamation, je pense que si on suit la logique du Conseil constitutionnel dans son raisonnement, certainement, cette candidature serait déclarée recevable. Donc, si on comprend bien la lecture de la décision du Conseil constitutionnel, c'est à ce niveau qu'il faut la lire, mais pas au niveau de l'attestation donc de la CDC. C'est bien aujourd'hui le motif principal qui a été retenu par le Conseil constitutionnel pour déclarer irrecevable la candidature de M. Ousmane Sonko, c'est par rapport au caractère définitif de la décision sur l'affaire de diffamation. Et ça, comme je l'ai dit, c'est sur la base des dispositions de l'article L125 qui donne un pouvoir de vérification et d'investigation au Conseil constitutionnel par rapport à la recevabilité des candidatures. Maître Papsen, vous êtes donc le président du Conseil sénégalais des droits de l'homme, mais en politique, vous êtes membre de la coalition présidentielle. D'ailleurs, ça fait débat. Beaucoup auraient souhaité voir, comme il est de coutume, une personnalité neutre à la tête de l'institution que vous dirigez. Mais alors, Ousmane Sonko out, Karim Wade out, mais attention pour vous, non, les candidatures d'Habib Sy, de Cheikh Tidiane Dièye, de Bassirou Diomaye Faye, retenues par le Conseil constitutionnel. Cela veut dire que vous allez faire face à de l'ex-Pastef, à du Ousmane Sonko sous d'autres formes, non? Écoutez, ça, ce sont les citoyens et les électeurs sénégalais qui pourront nous dire. En tout état de cause, aujourd'hui, ce qu'on peut retenir à la lumière de cette décision, c'est que 20 candidats vont compétir. Et je ne pense pas aujourd'hui que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition à laquelle j'appartiens, va quand même minimiser ou sous-estimer un seul de ces candidats. Je pense que toutes les candidatures se valent aujourd'hui. Les 19 autres candidatures combinées à celle du candidat Amadou Ba se valent. Et je pense que cela doit aujourd'hui être une source de motivation dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar, de resserrer les rangs, de taire les divergences et d'aller vers l'unité. Parce que nous allons vers une compétition très serrée, eu égard au nombre de candidats, mais eu égard également à la qualité des candidatures. Parce que n'oubliez pas que il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui sont reçus pour cette élection et qui étaient dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est une donnée qu'il faudra prendre en compte, mais n'oublions pas également qu'il y a des candidatures qui sont de l'opposition et à qui on devrait donc faire face. Donc moi, je pense que véritablement, nous devons considérer toutes ces candidatures comme des candidatures sérieuses. C'est ça qui nous permettra de renforcer notre organisation, notre unité, mais également d'avoir une stratégie d'action commune. Et je pense que le candidat l'a très bien compris. Le président de la coalition, le président Macky Sall également l'a très bien compris. Et les militants également doivent le comprendre. Les responsables doivent également le comprendre parce que ce sont les enjeux de l'heure qui nous l'exigent. Vous y allez diviser. Beaucoup ont déclaré que le candidat Amadou Ba ne fait pas l'unanimité. Dans votre camp, il y en a même qui ont prôné, qui continuent de faire la promotion d'un report de la présidentielle. Écoutez, par rapport à l'unanimité, je pense que nous sommes en politique. Forcément, dans une coalition comme celle, la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a toujours des problèmes. Ça, c'est tout naturel comme du reste dans les autres coalitions. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait un minimum, un esprit de dépassement de la part des uns et des autres pour que tout le monde puisse s'orienter vers l'essentiel. Et l'essentiel pour moi aujourd'hui, je considère que c'est un seul objectif, c'est de faire gagner le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire dans la désunion. Nous ne pouvons pas également gagner cette élection tout en étant divisés avec des tendances par-ci par-là. Je pense qu'il nous faut aller dans une unité totale, que les gens oublient les égos, que les gens oublient leur intérêt personnel au profit de l'intérêt de la coalition. Maintenant, par rapport au report de l'élection, je pense que Babacar, moi, quand le débat s'est posé, j'ai essayé quand même de faire des recherches du point de vue de la réglementation et de la législation. Je ne vois pas aujourd'hui sur quel fondement juridique on peut se baser pour aller vers un report des élections. Maintenant, vous savez, le jeu électoral, c'est l'affaire des acteurs politiques. Si aujourd'hui, il y a un consensus fort qui se dégage, de la part de tous les acteurs politiques qui décident d'un commun accord et sans exception que ces élections peuvent être
donc vraiment reporté, je ne vois pas d'inconvénient. Mais je ne pense pas aujourd'hui, au stade où nous sommes, le processus est très avancé. On a publié la liste définitive des candidats. Les plénipotentiaires vont être désignés. Et bientôt, nous allons aller vers la mobilisation du matériel électoral. La carte électorale sera également disponible dans quelques jours. Je ne pense pas aujourd'hui à ce stade quand même que les acteurs politiques puissent aujourd'hui se retrouver dans un consensus très fort pour aller vers un report des élections. Et très sincèrement, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui peut motiver un report des élections, parce que de toutes les façons, même si on reportait ces élections et qu'on les réorganisait dans 2, 3 mois ou dans une semaine ou dans 2 semaines, il y aura des candidatures qui vont être rejetées, il y aura des candidatures qui vont être acceptées. Je pense que le problème, il est là, il reste, c'est que nous avons un processus électoral avec un filtre démocratique qui se trouve être le parrainage, qui en 2019 a été expérimenté et avait connu des limites. On a amélioré ce mécanisme du parrainage, cette institution du parrainage, avec le tirage au sort, mais également avec la présence des mandataires, des candidats et de la société civile dans le cadre de la vérification des parrainages. Toujours, il y a des acteurs qui considèrent que c'est un système qui n'est pas parfait. Je pense qu'à l'issue du scrutin du 25 février 2024, les acteurs auront quand même la modestie et l'humilité de se retrouver pour faire encore le diagnostic en vue d'aller vers une amélioration beaucoup plus efficiente donc de ce mécanisme. Mais je pense que c'est un mécanisme qui est extrêmement important pour qui sait, parce qu'avec 200 déclarations de candidature et à l'arrivée 93 candidats déclarés, aujourd'hui on en arrive à 20 candidatures officielles qui doivent compétir. Je pense que s'il n'y avait pas ce filtre donc du parrainage, là, je ne parlerai même pas de report, mais il y aurait même un problème matériel pour pouvoir organiser ces élections. Oui. Maître Papsen, l'invité du grand jury de RFM ce dimanche, et je rappelle que vous vous trouvez à Genève, en Suisse, où demain vous allez présenter le rapport général sur la situation des droits de l'homme au Sénégal devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec ce qu'on appelle l'EPU, l'examen périodique universel. Le Sénégal a déjà présenté ses 6e et 7e rapports devant ce comité des droits de l'homme. C'était les 18 et 19 janvier. Et donc demain, le rapport général sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, justement sur les droits humains au Sénégal. Maître Papsen. Oui, d'abord, Babacar, je voulais faire une toute petite précision. C'est le Sénégal qui va présenter son rapport demain devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre du mécanisme que l'on appelle l'examen périodique universel qui a été institué depuis 2008 et que le Sénégal a présenté son premier rapport en 2009, le deuxième en 2013, le troisième en 2018 et le quatrième qui sera présenté lors de cette 45e session, donc demain à partir de 13h GMT, donc 13h30 GMT. Je pense que moi, je suis là au nom du Comité sénégalais des droits de l'homme en tant qu'observateur. Mais la délégation sénégalaise sera conduite et représentée par Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui va tout naturellement présenter le rapport national du Sénégal devant donc l'examen périodique universel. Et effectivement, la particularité de cet examen, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le comité des droits de l'enfant, c'est que le comité des droits de l'enfant, devant qui le Sénégal est passé, j'ai même assisté à cet examen, les 18 et 19 janvier 2024, il s'agit d'un organe de traité où il y a des experts qui sont là, qui font face à la délégation, et il s'agit d'un dialogue interactif sur uniquement la question des droits relatifs aux enfants. Il s'agit pour le Sénégal de montrer les efforts qui sont faits dans le cadre de la mise en œuvre des obligations qui ont été donc acceptées dans le cadre de la ratification de cette convention. Et je puis vous dire, Babacar, que moi, parfois, je l'ai dit même à la délégation au sortir de la salle, j'étais quand même... c'est un sentiment de satisfaction qui m'a animé parce que devant ce comité, vous avez des experts qui ont une expertise avérée dans le domaine des droits de l'enfant. Et le Sénégal a reçu des félicitations de la part donc de ces experts parce que toutes les questions qui ont été posées relativement à la question des droits de l'enfant, ils ont donné des réponses par rapport aux progrès qui ont été faits par le Sénégal, mais également ils ont rassuré et assuré
ce comité des recommandations qui ont été faites par rapport donc aux mesures qui doivent être prises dans le cadre La réalité, elle est toute autre sur le terrain. Maître Papsen, sur les droits de l'enfant au Sénégal. Oui, les enfants sont toujours dans la rue, forcés à mendier, comme le dit d'ailleurs l'Amnesty International dans l'un de ses rapports. Effectivement, Babacar, la réalité, c'est la même réalité qui est relatée devant ces mécanismes de surveillance des Nations Unies. Parce que, vous savez, ces experts qui sont au niveau du Comité des droits de l'enfant, comme les États partis qui sont au niveau du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel, quand ils examinent le rapport national, ils se fondent sur un certain nombre de documents. Et les documents sur lesquels ils se fondent, en dehors du rapport national qui est présenté et en dehors des informations que l'État examiné fournit, mais il y a des informations qui proviennent également des experts. Il y a des informations qui proviennent des représentants diplomatiques, mais il y a les informations qui proviennent de notre institution nationale, et nous l'avons fait. Il y a des informations qui proviennent également des organisations de la société civile. Donc, ça ne peut être que les réalités sénégalaises qui seront portées devant ces mécanismes de surveillance. Mais vous avez parlé des enfants de la rue. Cette question a été abordée devant le comité des droits de l'enfant. Et le comité a salué les efforts et les progrès qui sont faits par l'État du Sénégal, mais le comité a fait des recommandations, surtout allant dans le sens aujourd'hui de renforcer la surveillance et de tout faire, par exemple, pour que la loi portant statut des Dara soit votée, parce que on a estimé que cette loi pourrait être donc une des solutions par rapport à la question des enfants de la rue et des enfants talibés. Donc, je pense que quand on examine l'État devant ces mécanismes de surveillance des Nations Unies, c'est aussi bien pour voir les progrès qui ont été faits par rapport à des recommandations qui ont été acceptées. Quel est le niveau de mise en œuvre de ces recommandations? Ça, c'est un. Quelles sont les limites maintenant auxquelles l'État fait face pour mettre en œuvre ces recommandations qui ont été acceptées par l'État et faire d'autres recommandations pour pouvoir aller dans le sens de l'amélioration. Et je pense que c'est à cette épreuve-là que le Sénégal va faire face demain devant ses pairs. Et je rappelle qu'en 2018, il y a eu 107 États qui ont formulé 257 recommandations au Sénégal, et le Sénégal en avait accepté 229, ce qui nous ramène à un taux de 89% d'acceptation. Le reste, c'était des recommandations qui ont été donc retenues. Et je pense que cette année, nous avons bon espoir que, compte tenu de la richesse de notre actualité sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la démocratie et de l'état de droit, ce nombre d'États qui vont adresser des recommandations au Sénégal va augmenter. Mais j'ose espérer également que les recommandations qui seront acceptées par notre pays seront quand même d'un nombre beaucoup plus élevé, parce que c'est ça qui renseigne un tout petit peu du degré de respect des engagements pris par le Sénégal, parce que j'ai l'habitude de le dire, il ne peut pas y avoir aujourd'hui un baromètre aussi fiable que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec l'examen périodique universel, que le Comité des droits de l'enfant, pour mesurer un peu le degré de mise en œuvre et de respect des obligations et des engagements pris par le Sénégal après avoir ratifié donc un certain nombre de conventions. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur baromètre, meilleur moyen de mesurer le degré de respect des droits de l'homme que devant ces mécanismes de surveillance onusiens. Et c'est à cette épreuve que le Sénégal va s'atteler demain, et nous osons espérer que, comme on l'avait fait en 2018, toutes les questions seront passées en revue, les progrès seront donc mis en exergue, et les défis à relever également, avec à la base un certain nombre de recommandations. Et croyez-moi, Babacar, toutes les questions qui se sont posées sur le plan de l'actualité dans notre pays relativement aux droits de l'homme seront certainement des questions qui seront abordées, parce qu'il s'agit d'un examen des pairs. Et les États qui vont poser des questions, ce sont des États qui sont au parfum de toute l'actualité, et parfois même mieux informés que les acteurs locaux qui sont sur le terrain. Toutes les recommandations qui seront adressées à notre pays vont provenir d'informations recueillies auprès des organisations de la société civile, de l'Institution nationale des droits de l'homme et de l'ensemble des représentations diplomatiques qui sont aussi bien à Genève qu'au niveau du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire dans ce sens. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, dans le cadre de sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, a eu à mener un certain nombre d'activités pour préparer le passage du Sénégal par rapport à... Et quand on prépare le passage du Sénégal, on a fait des séances de renforcement de capacité
pour les organisations de la société civile, parce que nous estimons que ces organisations de la société civile ont un rôle extrêmement important à jouer lors du passage du Sénégal, parce que c'est elles qui vont rapporter, décrire certaines situations pour que ces situations puissent être posées sur la table. L'INDH que nous sommes, nous avons un rôle à jouer, et dans ce sens, je rappelle que nous avons fait un rapport parallèle sur le rôle, la place des femmes et des personnes handicapées dans l'espace civique, c'est notre rôle également, et nous avons capacité également le gouvernement dans le cadre de la préparation du rapport national. Ça, c'est notre rôle. Nous avons organisé également une pré-session nationale au niveau de Dakar, où nous avons réuni l'ensemble des diplomates qui sont accrédités à Dakar pour échanger avec eux sur des questions, sur des thématiques actuelles, pour que ces diplomates puissent au moins avoir également une documentation assez riche par rapport à la situation qui est au niveau du Sénégal. Et tout naturellement, il y a eu la pré-session également de Genève à laquelle nous avons participé au mois de novembre. Et enfin, Babacar, ce qui est plus important et que le Comité sénégalais des droits de l'homme va faire dans le cadre du passage du Sénégal pour l'examen périodique universel, c'est que pour la première fois, nous avons, grâce à un partenaire qui s'appelle UPR Info, qui est une ONG donc suisse, nous allons procéder au visionnage en direct du passage du Sénégal dans 4 régions du pays. À Dakar, nous allons faire ce visionnage qui permettra à tous ceux qui seront présents dans la salle de suivre en direct le passage du Sénégal, les questions qui seront posées, les réponses qui seront données par l'État du Sénégal et les recommandations qui seront faites donc à l'État du Sénégal en direct dans une salle. Ce sera fait à Thiès également en direct, à Diourbel et à Ziguinchor. À Dakar, ce sera au siège de votre institution. Oui, du Comité sénégalais des droits de l'homme, effectivement, au siège du Comité sénégalais des droits de l'homme. Et dans les régions citées à Dakar, à Thiès et à Ziguinchor, nous le faisons également dans une salle avec nos relais qui sont dans ces régions. Et ces relais, pour la plupart, c'est des organisations de la société civile que nous avons capacité dans le cadre donc de la préparation en vue de l'examen périodique universel. C'est pour vous dire donc qu'on est en train de jouer notre rôle de tampon entre la société civile et l'État, parce que nous sommes une institution de l'État, certes, dotée d'une indépendance, et nous sommes là pour conseiller l'État à aller dans le bon sens, mais pour donner des conseils à l'État pour aller dans le bon sens, nous recueillons également toutes les observations des organisations de la société civile, nous capacitons les organisations de la société civile, mais également nous assurons une formation, une capacité aux membres du gouvernement pour les préparer à l'examen périodique universel. Et je pense que de ce point de vue, nous sommes optimistes par rapport à l'apport des organisations de la société civile, mais nous sommes également optimistes par rapport aux réponses qui seront apportées par la délégation sénégalaise sur l'ensemble des points, des thématiques. Et la particularité de l'examen périodique universel, contrairement au Conseil des droits de l'homme qui se penche sur peut-être un domaine bien précis, ici c'est l'ensemble des droits de la première catégorie à la 4e catégorie qui seront débattus point par point par les États qui vont intervenir et qui vont adresser donc des questions et des recommandations. Les faits ne jouent pas forcément en faveur de l'exécutif actuel. Macky Sall, qui va terminer sa présidence de la République, les 12 années qu'il a passées à la tête du pays sont ponctuées de plusieurs problèmes de droits humains, selon les associations. La liberté de manifestations, plusieurs interdictions de rassemblement et autres marches de protestation, rien qu'en 2023, pour donner que cet exemple-là. Oui, mais justement, c'est là où l'intérêt pour le Sénégal par rapport donc à cet examen. Et souvent, Babacar, j'ai l'habitude de dire que quand on pose la question, est-ce que le Sénégal, la situation des droits de l'homme au Sénégal, j'ai dit la situation est une situation normale. Parce que il y a une chose est de ratifier une convention internationale, une chose également est de faire la domestication, c'est-à-dire transposer ces dispositions internationales dans un cadre interne à travers des lois et des règlements, mais une autre chose est de pouvoir mettre en œuvre conformément à l'esprit et à la lettre de ces conventions internationales. Et c'est là où l'examen est important. Ça est parlé de la question de la liberté de la presse. Certainement aujourd'hui, des États partis ont préparé des questions qui seront adressées au gouvernement, à la délégation sénégalaise, relativement à la question de la liberté de la presse. Et l'État du Sénégal apportera des réponses par rapport à ces questions sur la question de la liberté de la presse et sur tant d'autres questions. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le fait pour le Sénégal d'accepter après s'être engagé sur le plan international à travers les conventions, d'être soumis à cet examen, parce que ce ne sont pas tous les États qui peuvent accepter quand même d'être soumis à l'examen périodique universel,
ou bien de déposer, d'être examiné devant un organe des traités comme le Comité des droits de l'enfant. Mais le Sénégal l'a accepté. J'ai dit déjà, c'est un premier pas et le Sénégal aujourd'hui est à jour de l'ensemble de ses rapports, aussi bien au niveau de ses organes de traités et comme je vous l'ai dit, depuis 2009, le Sénégal passe devant le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de cet examen périodique universel et demain, ce sera le 4e cycle. Donc, je pense que ce sera vraiment une occasion pour le Sénégal d'apporter des réponses par rapport à toutes ces interpellations sur la liberté de la presse, la liberté de manifestation et certainement la liberté d'expression, l'arrestation ou même l'emprisonnement de plusieurs opposants et journalistes. Oui, il n'y a pas de question taboue. En 2018, moi j'ai assisté au passage du Sénégal lors du 3e cycle. Mais parallèlement, il y avait également d'autres pays qui passaient, comme l'Arabie Saoudite. Quand on examinait l'Arabie Saoudite, j'étais dans la salle. Comme je vous l'ai dit, quand le Sénégal reçoit des recommandations, comme en 2018, le Sénégal a reçu 257 recommandations, mais le Sénégal n'a pas accepté toutes les 257 recommandations. Seules les 229 ont été acceptées et les autres sont des recommandations retenues. Donc c'est ça en réalité le sens de l'épreuve à laquelle le Sénégal sera soumise demain devant le Conseil des droits de l'homme. Et je ne pense pas qu'il y ait un indicateur beaucoup plus performant, un baromètre de mesure par rapport au degré de respect des droits de l'homme que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Parce qu'un rapport reste un rapport, il constate des faits, il met le doigt sur des violations, il fait des recommandations, mais là vous êtes interpellé. Il y a des questions qui vous ont posées et vous êtes obligé d'apporter des réponses par rapport à ces questions. Et toutes les questions de droits de l'homme d'ailleurs, même le droit à la santé, le plateau technique de plusieurs hôpitaux du Sénégal, la vétusté des infrastructures, les moindres détails seront évoqués. Tout. Il n'y a pas de tabou comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, parlant de la question de la santé, je rappelle que le Sénégal est passé devant le comité donc des droits économiques, sociaux et culturels, parce que vous savez, il y a 10 organes de traité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une convention internationale qui est ratifiée, il y a un comité qui est mis en place pour assurer la surveillance de la mise en œuvre. Ça, ce sont les organes de traité. Donc, le Sénégal a eu l'occasion de faire face à ce comité pour présenter son rapport par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels, et la question de la santé est revenue. Mais demain également... D'ailleurs, pour reparler des droits de l'enfant, l'affaire des 11 bébés de l'hôpital de Tivaouane, par exemple, ça va être dans votre rapport général, Mais parfaitement, parce que même d'ailleurs, devant le comité des droits de l'enfant, les experts avaient posé des questions par rapport aux suites qui avaient été réservées à ces bébés et qui avaient trouvé la mort dans un hôpital et quelles mesures le Sénégal est en train de prendre. Et je pense que de ce point de vue, non seulement les réponses qui ont été apportées dans le sens des procédures judiciaires qui ont été enclenchées ont satisfait les experts, mais également dans le cadre des mesures ultérieures qui sont prises. Aujourd'hui, la délégation sénégalaise avait fait état de la construction d'un nouvel hôpital à Tivaouane pour essayer un tout petit peu de rattraper tout ce retard qui avait été en termes de normes de construction, mais également en termes de relèvement du plateau médical technique. Et d'autres exemples ont été donnés également, surtout l'hôpital de Kédougou, de Kaffrine et autres. Donc je pense que c'est ça, en réalité, comme j'ai dit, devant l'examen périodique universel, c'est l'ensemble des catégories de droits. C'est-à-dire, aucune catégorie de droit n'est épargnée. Les États ont la liberté de poser toutes sortes de questions relativement à toute catégorie de droit et de formuler des recommandations également allant dans le sens. Et Babacar, je ne peux pas parler de l'examen périodique universel sans pour autant parler de la situation de notre institution nationale. Parce que en 2018, pratiquement une vingtaine de recommandations avaient été formulées au Sénégal, adressé au Sénégal allant dans le sens du Comité sénégalais des droits de l'homme. Parce que comme vous le savez, depuis 2012, nous avons perdu le statut B et le statut A. Et notre objectif majeur aujourd'hui, c'est de retrouver le statut A. Et à chaque fois, le Sénégal est interpellé sur les mesures qui sont prises pour conformer le Comité sénégalais des droits de l'homme au principe de Paris. Et fort heureusement aujourd'hui, au moment d'être examiné devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, nous avons quand même franchi un pas parce que la loi portant Commission nationale des droits de l'homme, qui crée un nouveau cadre juridique pour cette institution nationale, un cadre juridique aligné aux standards des principes de Paris, a été donc adopté en Conseil des ministres le 6 décembre dernier. Et aujourd'hui, nous nous acheminons, nous allons vers la seconde étape, l'étape du vote et de
de l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, ce qui nous permettra au moins d'avoir un cadre juridique qui soit conforme aux principes de Paris et espérer peut-être dans la période qui suit, être donc retrouver le statut A. Et je pense que ça, c'est un acquis de taille qu'il faudra souligner, parce que si le Sénégal devait revenir devant ce Conseil des droits de l'homme demain, sans une loi adoptée, devant un Conseil des ministres, dans le cadre de la réforme du cadre juridique donc de notre institution, je pense que ce serait quand même une question qui allait revenir plusieurs fois. Mais fort heureusement, le Comité sénégalais des droits de l'homme aujourd'hui a fait un pas en avant, comme je l'ai dit, allant dans le sens donc de créer un nouveau cadre juridique avec l'adoption de ce projet. Et c'est une question qui revient aussi bien devant les organes de traité. Pas plus tard que le 18-19, la question du comité est revenue devant le comité des droits de l'enfant, le comité sénégalais des droits de l'homme. On vous attend aussi sur la jeunesse, Maître Papsen, le droit d'avoir du travail, d'avoir une vie décente. Au moins 3000 Sénégalais sont morts sur les routes de l'immigration clandestine en 2023, selon l'ONG Caminando Fronteras, qui œuvre pour les droits des migrants. Oui. La délégation sénégalaise va apporter réponse sur cette question. Babacar, je tiens à rappeler que nous sommes là en tant qu'observateurs. La délégation sénégalaise va être dirigée par le garde des Sceaux, qui va répondre à toutes les questions qui lui seront adressées, qui va également revenir sur les recommandations qui seront faites par le Sénégal. Et certainement, la question de l'emploi des jeunes va revenir. La question de la migration avec ses lots de morts va également revenir, parce qu'il s'agit d'une question de droits humains également. La migration n'est pas que économique, elle n'est pas que sociale, mais elle est également une question de droits de l'homme. Et la dimension droits humains aujourd'hui doit être prise en compte dans le cadre de l'examen périodique universel. Et tout ce que le Sénégal a eu à faire aujourd'hui pour venir à bout de ce phénomène de la migration, de la traite des personnes, parce que nous avons quand même un mécanisme national qui est là pour lutter contre la traite des personnes. Tout ce qui a été fait par le Sénégal, tout cela doit être passé au peigne fin et voir maintenant les améliorations qui doivent être apportées dans le cadre de recommandations qui seront formulées. Il y a aussi à dire sur le comportement des pays d'accueil, les restrictions contre les migrants. Mais tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a le phénomène de la migration, on ne peut pas simplement l'imputer aux pays de départ. Il y a les pays d'accueil également qui ont une responsabilité. Parce que le phénomène de la migration aujourd'hui est un phénomène transversal. L'Europe ou les États-Unis ou les autres pays qui accueillent les migrants dans des conditions que nous savons, ou bien ceux-là qui refusent l'arrivée de migrants, ont également une part de responsabilité par rapport à ce phénomène. Donc je pense que là également, c'est une question qui sera abordée sous l'angle du caractère transversal du phénomène, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre régler le problème de la migration dans nos pays, surtout en Afrique subsaharienne, en faisant fi également de la responsabilité de ces pays d'accueil, qui est une responsabilité établie, qui est une responsabilité certaine. Ça, je pense que c'est fondamental, que c'est une question qui sera véritablement abordée dans le cadre de l'examen périodique universel, parce que quand même, c'est un phénomène aujourd'hui avec des conséquences sur le plan social, le droit à la vie également, beaucoup de milliers de vies qui s'en vont comme ça, sans aucune raison d'ailleurs, parce que rien ne justifie aujourd'hui que des jeunes puissent prendre quand même des pirogues pour donc s'embarquer dans des aventures ou d'y perdre la vie. Je pense que c'est une responsabilité partagée entre les pays de départ et les pays d'accueil. Ouais. Il y a une autre question qui vous interpelle aussi en tant que président du Comité sénégalais des droits de l'homme sur ce sujet de la justice sénégalaise. Cette semaine, la RADDHO tenu une rencontre à Dakar pour évoquer la politique pénale du Sénégal. Plusieurs participants ont mis le curseur, par exemple, sur la superpuissance des procureurs qui décident du sort de tout le monde presque. Est-ce que ce sujet-là, vous allez y travailler, y réfléchir? Ce n'est pas la première fois que des réformes sont demandées de ce point de vue. Oui, en fait, effectivement, la question de la politique pénale dans notre pays est une question qui est souvent agitée. Et souvent, ceux qui l'agitent font référence, et à bon droit d'ailleurs,
par rapport donc à l'hypertrophie du parquet, à la question des mandats de dépôt systématiques. Et je pense que tout récemment, lors de la conférence nationale des chefs de parquet, à laquelle Madame le garde des Sceaux nous aviez convié d'ailleurs, cette question a été abordée. Et Babacar, moi, je voulais vraiment saluer un peu les mesures qui ont été annoncées par Madame le garde des Sceaux, parce que ça rejoint un peu l'ensemble des recommandations que nous avons toujours faites, allant dans le sens de prendre des mesures pour lutter contre le surpeuplement dans nos prisons. Parce que nous avons estimé, nous, après bien entendu des études et après un vécu, que le surpeuplement dans nos prisons a pour principale cause les longues détentions. Et les longues détentions, la cause principale des longues détentions, c'est les mandats de dépôt illimités. Et la question des mandats de dépôt illimités a été abordée dans le cadre de cette conférence. Et des mesures seront prises parce que des réformes, notre code de procédure pénale et notre code pénal seront réformés incessamment et des mesures phares vont être prises. Et parmi ces mesures, comme l'a annoncé Madame le garde des Sceaux, c'est que désormais nous allons vers une limitation de la durée du mandat de dépôt, aussi bien en matière criminelle, qui ne l'est pas pour le moment, mais en matière de flagrant délit. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le flagrant délit est une procédure urgente. Parce que quand vous êtes pris en flagrant délit, la loi stipule que vous devez être jugé immédiatement. Mais nous avons vu dans nos tribunaux que des personnes poursuivies pour flagrant délit peuvent faire 3 mois sans être jugées. Des personnes poursuivies pour crime peuvent faire des années sans pour autant être jugées. Et là, avec la réforme qui est annoncée par Madame le garde des Sceaux, il y aura une limitation de la durée du mandat de dépôt en matière criminelle, mais également en matière de liberté, en matière de flagrant délit. Mais autre réforme également qui va être intéressante, parce que nous l'avons toujours dit, la question du juge des libertés. Il sera institué un juge des libertés qui va être l'interface entre le tribunal et le parquet. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que quand il y a une demande de mise en liberté provisoire dans le cadre de notre système pénal, il suffit que le parquet fasse appel pour que la personne reste en prison du fait du caractère non suspensif, donc du suspensif de l'appel. Donc ça également, un juge des libertés pourra être une solution pour diluer les pouvoirs du parquet, surtout en matière de liberté provisoire. Je pense que ça, ce sont des réformes qui sont extrêmement importantes et qui vont venir donc renforcer déjà ce qui existe, parce que quand même, il faut le dire, il n'y a pas un vide dans ce sens. C'est pourquoi quand j'entends certains dire qu'il n'y a pas de politique pénale dans notre pays, ils ont tout faux. Il y a une politique pénale, mais c'est une politique pénale qu'il faudra améliorer, qu'il faudra donc parfaire, parce que en réalité, la politique pénale doit suivre l'évolution de notre société. Et notre société aujourd'hui est une société qui évolue vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une société avec des scénarios, des types de banditisme qui évoluent selon l'évolution de la société. Et ça, la politique pénale de notre pays doit s'adapter à ça, parce que l'objectif qui est poursuivi par les pouvoirs publics en mettant en place une politique pénale, c'est de pouvoir lutter contre la délinquance, faire face à l'ordre public, mais également permettre à ces citoyens-là qui ont maille à partir avec la justice, une fois incarcérés, de pouvoir recevoir une réinsertion sociale. Parce qu'il ne sert à rien de mettre les gens en prison, parce que tout simplement, on a le désir de les mettre en prison, mais la fonction première de la peine, c'est une fonction d'éducation et de resocialisation. Je pense que voilà sur quoi notre système pénal aujourd'hui est bâti, un système pénal qui mérite aujourd'hui d'être adapté par rapport à nos réalités. Et je ne pouvais pas terminer sans pour autant parler également de la question du retour de parquet qui a également été agité et qui fera partie donc des réformes qui seront faites dans le cadre donc de ces mesures prises par Madame le garde des Sceaux lors de la conférence nationale des chefs de parquet, parce que nous, au niveau du comité, nous avons toujours estimé que le retour de parquet n'était prévu par aucun texte et que c'était une pratique qui constituait une violation des droits de l'homme par rapport à la situation de la personne mise en cause. Vous faites l'objet d'une garde à vue, vous êtes déféré, soit vous êtes édifié sur votre sort par le procureur ou le juge d'instruction, mais souvent on vous amène devant le procureur et on fait un retour de parquet. Ça, nous avons toujours demandé, fait des recommandations à l'autorité pour que cette pratique puisse cesser. Et dans le cadre de cette réforme, effectivement, c'est une question qui sera prise en charge. C'est pour dire que donc, on a bel et bien une politique pénale dans notre pays, mais une politique pénale qu'il faudra donc parfaire
améliorée, donc dans un certain sens, et c'est ça que le garde des Sceaux a annoncé. Et nous avons bon espoir que cette réforme va aboutir et va permettre un tout petit peu de régler un certain nombre de problèmes, surtout par rapport à la question des droits de l'homme. Merci, Maître Papsen. Je rappelle que vous êtes à Genève en Suisse où vous êtes partie de la délégation sénégalaise qui va présenter demain le rapport général sur la situation des droits de l'homme au Sénégal devant le comité des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre de l'EPU, l'examen périodique universel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Babacar. Merci à Jo Maron et Abdou Thiam pour les moyens techniques. Restez avec nous, les programmes continuent.